Une main de fer dans un gant de velours. Karima Brick. On va se transporter maintenant, en fait, en Europe, notamment en Espagne, parce qu'il s'est passé quelque chose. Il y a l'ancien chef indépendantiste catalan, Carles Puigdemont, qui en fait, il est toujours là, sous le coup d'un mandat d'arrestation en Espagne. On se rappelle, parce que lui, il voulait faire de la Catalogne un pays. Il avait contribué à organiser ce référendum en 2017, qui avait été jugé illégal par Madrid. Et depuis, écoutez, là, il y a eu des leaders indépendantistes, des gens du mouvement indépendantiste catalan qui avaient été emprisonnés après ce référendum de 2017. Carles Puigdemont, lui, il s'est enfui et ça fait 7 ans qu'il est en exil en Belgique. Mais là, coup de théâtre, il est venu, en fait, il y a 2 jours, si je ne m'abuse, il a fait une apparition en Espagne. C'était hier. C'était hier, mais c'est ça va trop vite. C'était hier, mais donc apparition surprise, apparition rapide, disons-le comme ça, et il est reparti. Ça crée tout un émoi du côté de l'Espagne qui disent, bon, qu'est-ce qui s'est passé? On va en parler de tout ça. Où en est aussi le mouvement indépendantiste catalan après ces années, depuis 2017? Et j'ai décidé de recevoir Alexandre Chartrand, qui est réalisateur, producteur québécois. Il est fasciné par la Catalogne. Il a appris le catalan. Il s'est rendu là-bas plusieurs fois. Il a réalisé notamment ces films, plusieurs documentaires, mais il y avait le dernier en liste. En fait, il y avait le peuple, je l'ai ici pour... Désolée, j'ai comme... Le peuple interdit, c'est ça, en 2016. Parce que le peuple invisible, mais c'est le peuple interdit et avec le sourire, la révolution. Voilà. C'est le mot que je cherchais. Et j'ai soupé avec Puigdemont à Paris en 2021. Juste avant qu'il se fasse arrêter en Italie, cet été-là, il avait été arrêté. Bref, c'est assez incroyable. Puis justement, déjà peut-être avant de revenir là, sur les derniers développements de ce qui s'est passé en Espagne, votre fascination pour la Catalogne, ça vient d'où? Ça vient de très loin. Ça fait longtemps que je m'intéresse depuis mon adolescence, je dirais, je me suis intéressé d'abord à la guerre d'Espagne, 1936-1939. Puis de ça a découlé une fascination pour la Catalogne. Puis je me suis mis à lire là-dessus. J'ai finalement appris le catalan. En 2008, je me suis inscrit à l'université pour faire des cours de catalan. J'ai fait une immersion là-bas. Puis voilà, j'ai fait deux longs métrages documentaires sur le mouvement indépendantiste. Donc voilà, ça fait... C'est ça, quand même. Donc, c'est quelque chose que vous suivez. Puis revenons sur ce qui s'est passé. Oui. Pourquoi M. Puigdemont a décidé de venir comme ça et initialement, il devait faire comme une sorte de discours, mais pourquoi il est revenu en Espagne alors qu'il est toujours sous mandat d'arrestation, sous mandat d'arrêt? Oui, c'était l'investiture du nouveau président catalan, ça fait longtemps que c'était des indépendantistes qui étaient au gouvernement catalan. Puis là, c'était le Parti socialiste, qui est un parti, on pourrait comparer au Parti libéral ici, là. Qui a pris le pouvoir avec l'aide de ERC, qui est un parti de gauche indépendantiste, mais qui a décidé de soutenir, lui, l'investiture de ça. Puis c'est l'ancien partenaire de gouvernement de Puigdemont. Il a longtemps fait un tandem avec Oriol Junqueras, qui était le leader de ERC à l'époque. Au moment où ils ont fait le référendum, c'était avec lui. C'était avec ce parti-là qui avait fait une alliance pour pouvoir amener le référendum. Puis là, il y a comme le mouvement indépendantiste s'entre-déchire là, depuis quelques années. Puis là, je pense que c'est un peu... Pour lui, c'était un outrage là, que le ERC soutienne ce parti-là dans l'investiture. Puis je pense qu'il voulait à la fois venir un peu narguer les Espagnols qui ont récemment approuvé la loi d'amnistie qui, en théorie, lui donne le droit de revenir en Catalogne parce que ces accusations sont en théorie tombées. C'est ça, en théorie. Puis il venait, c'était comme une démonstration. Je pense qu'il y avait plusieurs choses à prouver. Puis cette apparition-là a incarné une espèce de pied de nez là, qu'il voulait faire autant à ses anciens collègues de RC qu'à Madrid, puis aux juges
de la Cour suprême qui tente de l'arrêter là, depuis des années. OK. Puis on va éclaircir la situation pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être moins familiers avec ce qui se passe là-bas. Moi, je trouvais ça intéressant de vous inviter aujourd'hui, justement, parce que vous avez réalisé ces films-là, vous avez suivi le mouvement indépendantiste catalan. Je le disais, Carlos Puigdemont, il est en exil depuis 7 ans. Mm-hmm. Vous avez eu la chance, l'occasion de le rencontrer, donc d'en savoir un petit peu plus. Oui. Où est-ce qu'il en est en ce moment, justement, là, par rapport à sa relation avec l'Espagne? Bien, c'est lui qui a réussi à faire pression, parce que son parti, quand même, il faut le dire, le Junts, au niveau fédéral, souvent, c'est pas une fédération, là, l'Espagne, mais pour faire un parallèle avec ici, à Madrid, son parti, Junts, soutient le gouvernement de Pedro Sánchez. C'est un allié qui a fait que Pedro Sánchez a pu reprendre le pouvoir suite aux élections, parce que c'est tout le temps des alliances. En Espagne, c'est des votes proportionnels. Il faut qu'ils créent des alliances pour pouvoir gouverner. Puis donc, Junts, officiellement, soutient ce gouvernement-là. Mais, comment dire, c'est lui qui a donc exigé que pour soutenir Pedro Sánchez, il a demandé qu'il déclare l'amnistie pour tous les chefs catalans, tous les leaders catalans qui avaient été emprisonnés. Bien, c'est ça. Rappelons cette période-là pour les Québécois qui nous écoutent. Donc, il y a ce désir d'une partie de la population, en fait, et ça a pris une ampleur considérable. On parlait de millions de personnes, des fois, là, dans les rues. Mm-hmm. Et vous l'avez mentionné, justement, vous le disiez aussi, que le mouvement venait du peuple. Oui. Il y a ça qui est quand même une grande différence par rapport à d'autres endroits, et même, dites, par rapport au Québec. Oui. Ça venait vraiment du peuple. En 2017, il y a eu ce référendum qu'ils ont voulu tenir, qui a été finalement déclaré illégal par le gouvernement espagnol, et il y a eu une véritable répression. Qu'est-ce qui s'est produit, là, si on résume, là, pour vraiment situer les gens qui nous écoutent à la maison? Ça a été quoi les conséquences pour les leaders indépendantistes après la tenue de ce référendum? Bien, il y en a 9. C'est tous des membres du Parlement de l'époque qui ont approuvé la loi référendaire catalane. Donc, suite au vote référendaire du 1er octobre 2017, qui a été gagnant là, pour les Catalans, avaient gagné ce vote-là. Mais ça a été tenu dans des conditions, je veux dire, ça n'avait aucun sens. Là. Ça a été très compliqué de protéger compliqué. La police espagnole attaquait les bureaux de vote. Ça, j'étais là. Avec un sourire de l'évolution, on assiste à certaines de ces scènes-là. Ah non, c'est assez incroyable. C'est comme une descente, en fait. C'est des descentes, littéralement, mais dans des bureaux de vote. C'est ça. Mais tu sais, la situation... c'est facile autant pour les Québécois de comprendre ou de se projeter dans ce que vivent les Catalans, parce qu'on a un peu une sensibilité à ce qu'ils vivent. On peut se projeter dans leurs idéaux. Par contre, ils ne vivent pas du tout la même situation qu'au Québec, parce qu'ici, on a déjà plusieurs acquis. On prélève les impôts. Il y a comme toute une série. Le Québec, c'est réellement un État. Il y a comme un statut juridique légal. Tandis que la Catalogne, on est à des années-lumière de ça. Là. C'est un territoire qui est soumis à Madrid, qui doit demander son argent au gouvernement central tout le temps. Puis donc, dans ce désir-là de tenir un référendum en 2017, ben, c'était l'idée un peu de tenir tête à Madrid pour leur dire, regarde, là, cette fois-ci, c'est nous qui allons décider, puis on ne respectera pas les règles. Mais donc, en ne respectant pas les règles, il y en a 9 de ces membres du gouvernement de 2017 qui sont faits incarcérer, des peines de 9 à 13 ans de prison pour avoir tenu un vote. Donc, dans un pays démocratique, en théorie. Mais c'est vraiment scandaleux. C'est marquant, et je trouve que, franchement, quand je regardais la situation, on se dit, tu sais, des fois, il y a des rapports, Amnesty International, et ci et ça. Et comment avez-vous trouvé, justement, la mobilisation internationale? Parce que c'était des prisonniers politiques. Oui, là. Oui, totalement. Emprisonnés pour avoir organisé un référendum. C'est exact. Quand même... Puis même qu'en Espagne, les médias n'avaient pas le droit d'utiliser les termes prisonniers politiques pour parler d'eux. C'est toujours interdit là, d'utiliser les termes prisonniers politiques pour parler de ces gens-là. L'Espagne fait énormément de pression sur ses alliés pour qu'ils ne reconnaissent pas du tout ou qu'ils ne s'ingèrent pas dans cette situation-là. C'est une situation qui est interne à l'Espagne, puis il n'y a aucun des alliés de l'Espagne. C'est quand même un pays qui a une bonne influence internationale. Là, puis
Donc, les puissances marchaient sur des œufs. Là. Les alliés marchaient sur des œufs. Et moi, je l'ai vécu parce que même pour les premières de mes films ici à Montréal, les festivals recevaient des messages du consulat d'Espagne comme quoi il n'aurait pas dû présenter mes films parce que c'était des mensonges. Puis tout ça va loin. L'ingérence espagnole dans... En tout cas, l'ingérence, leur désir de taire toute cette cause-là est très grand, puis avec leurs alliés. Ils ont même réussi en Europe, parce que dans l'Union européenne, Carles Puigdemont a été pendant quelques années un eurodéputé à Bruxelles. Et l'Espagne a réussi, comme eurodéputé, il y avait l'immunité parlementaire qui faisait qu'il n'y avait pas le droit de l'arrêter malgré les demandes d'arrestation de l'Espagne. Mais ils ont quand même réussi à faire plier le Parlement européen pour qu'il suspende son immunité parlementaire pour qu'il puisse, en théorie, l'arrêter, ce que les autres pays n'ont pas fait. Mais bref, ils ont le bras long quand même, l'Espagne. Et maintenant, donc, qu'est-ce qui arrive avec ces personnes-là qui avaient été emprisonnées et M. Puigdemont? Puigdemont demeure en exil. Ceci dit, il y a plusieurs de ces collègues. Je pense que la majorité des exilés sont maintenant de retour en Catalogne suite à... ils ont d'abord été graciés, ce qui faisait que leur peine était toujours valide, mais qui étaient, pas emprisonnés. Puis là, maintenant, avec l'amnistie qui n'est toujours pas appliquée... En fait, le problème de l'amnistie en ce moment, c'est que le gouvernement central à Madrid l'a approuvé, mais les juges de la Cour refusent d'appliquer parce que il y a comme un... Les tribunaux en Espagne ont aussi une indépendance, mais donc ont une orientation peut-être un peu plus conservatrice ou sont un petit peu plus à droite, puis refusent d'appliquer des décisions du gouvernement espagnol. Et où en est le mouvement indépendantiste en Catalogne? Parce que le temps file. Oui. Ils sont plus déchirés que jamais. Moi, quand j'ai commencé à suivre à faire des documentaires, en 2014, j'étais là pour un premier séjour pour filmer, puis ce qui m'intéressait, c'était l'union de ces partis indépendantistes-là qui venaient ensemble pour former un parti qui s'appelait Junts pel Sí, qui ont gagné leurs élections. Carles Puigdemont est dans cette génération-là. Mais par la suite, les divisions internes entre ces différents partis-là dans la coalition sont devenues de plus en plus marquées. Puis là, ça fait quelques années que c'est vraiment presque de la haine, je dirais, qui s'exprime dans ces partis-là. Puis tant que les partis indépendantistes vont être divisés, ils ne pourront pas, je pense, faire grand-chose. Puis donc, ça va rester pour l'instant. On est plus dans une sorte de statu quo en raison de ça. Des querelles internes, oui. Oui, mais au niveau du peuple, est-ce que vous sentez... C'est toujours... Mais là, ils viennent d'élire, ça faisait depuis 2010 qu'il n'y avait pas eu un gouvernement espagnoliste, comme on dit en Catalogne. C'est espagnoliste et qui sont favorables à Madrid. C'était des indépendantistes depuis 2010 là, qui étaient au pouvoir en Catalogne. Ce qui fait que ça fait 14 ans donc, qu'on n'avait pas eu un gouvernement... centralisateur. Eh bien, fascinant. Alexandre Chartrand, réalisateur des documentaires Le Peuple interdit et Avec le sourire, la révolution qui suivait toujours ce mouvement indépendantiste catalan, qui suivait aussi le mouvement indépendantiste québécois, bien sûr. Alors, merci d'avoir été avec nous. On ira écouter donc vos documentaires. Ça se trouve en ligne. Les films sont en ligne. Merveilleux. Donc, Le Peuple interdit et Avec le sourire, la révolution. Merci beaucoup. Merci. Et ça met fin à cet épisode d'aujourd'hui à Cube. C'était un plaisir d'être avec vous. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.